Bonjour à toutes et à tous, on est sur PNTV, mais la différence avec le studio, c'est que là, on est face au port, nous sommes à Dieppe, et c'est bien agréable d'avoir l'espace maritime qui est pratiquement à portée de la main. Avec en plateau Mireille Loubet. Bonjour Mireille. Bonjour. Mireille est journaliste à la rédaction de Dieppe, au cœur de cet événement, qui est la solitaire Urgo Le Figaro, la 50e du nom. On est également avec Brice Villion. Bonjour Brice. Bonjour. Brice, il a un métier qui est fascinant. On ne comprend pas tellement, mais on est là pour rentrer dans les détails. Il est préparateur, c'est l'assistant technique d'Alexis Louison, le Normand de l'étape. Mireille va nous dire très bientôt où est-ce qu'il se situe dans la course. Première question à Brice, cette solitaire Le Figaro, baptisé Urgo parce que c'est le nom de son sponsor, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est pas une promenade de santé, les navigateurs sont vraiment à la manœuvre. Ouais, bah oui, c'est la plus grosse épreuve de course en solitaire, de course au large en solitaire. C'est une des plus prestigieuses, en tout cas la plus compliquée, la plus difficile. Et effectivement, là, c'est la 4e étape. Ils sont en mer depuis samedi après-midi. Ils n'ont sûrement pas beaucoup dormi parce que ça a été compliqué. Et ils n'ont pas beaucoup dormi sur les 3 dernières semaines. Alors, vous l'avez dit, c'est une épreuve que l'on qualifie de l'une ou la plus prisée. Parce que... pourquoi? Dites-nous. Parce que c'est la plus dure, parce que c'est la plus exigeante. Elle est dure d'abord parce qu'on est seul. Elle est dure parce qu'on est seul, elle est dure parce que les bateaux sont difficiles à exploiter à leur maximum, parce que c'est les mêmes bateaux pour tout le monde. Donc chacun doit faire la différence par ses capacités physiques, ses capacités mentales, ses connaissances et ses compétences sur tous les domaines de la voile, la météo, la technique, les manœuvres, etc. Et puis c'est 4 étapes entre 3 et 4 jours. À peu près seul, 2300 milles nautiques à peu près, hein. C'est-à-dire qu'on est aux alentours de 4000 km à peu près. Ouais. On est parti de Nantes, on est allé jusqu'à Kinsale, c'est au sud de l'Irlande. Ouais. On revient ensuite à Roscoff. Là il y a une épreuve à Roscoff où on reste sur place. Et puis après, un départ et une arrivée encore à Roscoff. Ouais. Et après, retour sur Dieppe. Et là c'est les 550 derniers milles nautiques, c'est-à-dire qu'on est à peu près 1000 km environ, c'est ça, parce qu'effectivement c'est pas la ligne droite de Roscoff à Dieppe. On va cheminer un petit peu vers le Royaume-Uni, on redescend. Il y a plusieurs marques de parcours au sud-ouest de l'Angleterre et puis du côté de l'île de Wight. Et entre chaque marque de parcours, c'est pas de la ligne droite non plus, parce qu'il faut faire en fonction du vent et du sens du vent et des courants, etc. Donc alors Mireille qui est avec nous, Mireille elle connaît bien parce que c'est la locale de l'étape à Dieppe. Rappelons Mireille avant de voir quelques images parce que effectivement dans ce domaine aussi ce sont les images qui parlent le mieux. Ça fait combien de temps que l'épreuve, la solitaire du Figaro, n'était pas venue à Dieppe et elle est venue à Dieppe combien de fois? Alors c'est la 6e fois qu'elle vient. C'est une histoire qui a commencé en 2009 ici à Dieppe et que la ville et les communautés alentours veulent absolument garder, surtout celle-là parce que c'était la 50e édition. Et c'est donc la 6e fois que les bateaux vont arriver. La dernière fois c'était en 2017, il y a 2 ans. J'étais là pour cette fois-là, avec des bateaux qui étaient arrivés malheureusement au petit matin. Donc cette année, on espère que les marins, les skippers arriveront à nous faire une arrivée avec du public sur les quais. Ça serait quand même bien plus sympathique. Alors Mireille, on voit devant nous, on a le public qui passe. Bon, on est encore en semaine, hein. J'imagine que ça va se densifier à mesure que la semaine va arriver vers le week-end. En 2017, on constatait un engouement du public pour ce type d'épreuve. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, le village se monte. Donc déjà, ça attire les regards. Les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Donc forcément, ils viennent voir. Et puis comme ici, à Dieppe, on est quand même bien tourné sur la mer, du moment que ça parle de marins, ça se passe ici, ils sont là, bien sûr qu'ils sont là. Mais si ça arrive le matin à 6h, malheureusement, les gens dorment un petit peu quand même. Donc là, on est content que cette année, a priori, on devrait voir ça dans la journée, ça ferait quand même une belle fête qu'on n'a pas eue depuis un petit moment maintenant. Alors, Brice nous l'a rappelé tout à l'heure, ce sont les mêmes bateaux, on peut citer la marque d'ailleurs. Beneteau. Ce sont des Beneteau, ce sont Figaro des monocoques. Et la particularité de cette épreuve, Mireille, c'est que on y trouve aussi bien des amateurs que des professionnels. C'est le principe particulièrement cette fois. Des grands noms. Particulièrement cette fois pour la 50e, où effectivement on arrive à avoir des anciens, et pour certains qui ont gagné plusieurs fois d'ailleurs la course, et qui ont déjà un peu de bouteille, qui ont bien bourlingué, et puis des jeunes. Et comme c'est le même bateau, ce qui est intéressant, c'est de voir la lutte qu'il va y avoir entre les anciens et les nouveaux, savoir finalement est-ce que c'est l'expérience qui compte, ou est-ce que c'est l'énergie, ou est-ce qu'on peut avoir les deux à la fois.
On verra ça Alors, sur la ligne d'arrivée. Il y a des très grands noms, hein, prochainement. Michel Desjoyaux, comme on dit, excusez du peu, Loïc Perron, Armel Lecléache, Alain Gauthier. Oui, la question qu'on peut se poser, c'était un peu sous-entendu dans les propos de Mireille, c'est est-ce que ce ne sont pas forcément ceux-là qui sont les plus expérimentés qui vont gagner? D'ailleurs, Mireille va nous donner le classement au dernier top et on verra que c'est pas forcément le cas d'ailleurs. Ben, c'est eux les plus expérimentés, mais effectivement ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner parce que voilà, tout le monde part avec le même bateau. Et surtout la particularité c'est que c'est la première édition avec ce bateau-là. C'est un bateau, c'est la 3e version du Figaro Beneteau. On l'a eu cette année et c'est vraiment la première grosse épreuve avec ce bateau-là. Tout le monde part avec pas mal d'incertitudes sur les manœuvres, sur les réglages du bateau. Et donc finalement, qu'on soit très expérimenté ou complètement bisu, complètement débutant, il y a certes les compétences acquises au fur et à mesure des années, mais on part quand même avec une certaine égalité, c'est-à-dire que le bateau est à découvrir pour tout le monde. Tout le monde doit réapprendre, ou en tout cas apprendre à fonctionner avec ce nouveau bateau, à faire fonctionner ce bateau au maximum de ses capacités. Alors Mireille Loubet, on en est où au dernier pointage? Alors, je vais vous donner d'abord les résultats, effectivement, enfin le classement d'aujourd'hui, de la 4e étape. Donc le dernier top à 15h tout à l'heure, on avait en tête Éric Perron. En 2e position, Yann Eliès. En 3e position, Pierre Le Boucher. En 4e, Morgane Lagravière. Puis 5e, Xavier Macaire. Et on trouve enfin notre Normand, Alexis Loison, oui. De la région Normandie, en 6e position. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Alexis Loison, sur le classement général cette fois, il était classé 3e. Donc s'il pouvait nous faire un petit plaisir et remonter encore, je ne sais pas si c'est possible. Si, c'est possible, ouais. Là, il leur reste 90 000 à parcourir à peu près. Et avec une météo un peu moins de 200 km. Ouais, c'est ça. Et avec une météo qui va être assez capricieuse. Donc il y a sûrement des coups à jouer pour les concurrents qui sont un petit peu en retrait. Il y a sûrement des changements dans le classement d'ici l'arrivée. Alors Brice Villon va nous dire en quoi consiste ce métier de préparateur technique. Il va nous donner des détails très concrets et très précis. Mais juste avant, regardons quelques images qui nous rappellent que ce n'est pas une promenade de santé, la solitaire Le Figaro. Je suis dans une bonne position, forcément, on le sait, mais rien n'est joué et voilà, je m'attends à ce que ça soit quand même compliqué et une belle bataille finale, je pense. C'est une étape très compliquée, il faut bien s'accrocher, rester devant tout de suite, parce que ça va partir par devant. On va déjà voir comment ça se passe pour aller à Port-Salle, parce que ça peut déjà être un peu tricky, et puis on va prendre les choses les unes après les autres. 22 participations, 4 Je sens plutôt bien, je sens bien cette année, j'ai bien entraîné physiquement et mentalement, et voilà, je sens bien prêt pour cette dernière étape. Les 3 premières étapes ont été difficiles, sportivement pour moi, avec un abandon forcé sur la 2e étape, qui me plombe un petit peu le classement général, mais enfin ça fait partie du jeu. Et voilà, mais ma motivation et ma détermination sont intactes pour cette dernière étape. Retour en plateau, toujours sur le port de Dieppe avec Mireille Loubet, journaliste à Paris-Normandie à l'agence de Dieppe, et puis avec nous, Brice Villon, donc préparateur, assistant technique. Dites-nous, puisqu'on l'a promis à tous ceux qui nous regardent, de leur donner un certain nombre de détails concrets, en quoi ça consiste, comment vous travaillez le bateau, comment vous le préparez, comment vous essayez de l'amener au top en quelque sorte. En quoi ça consiste? Il s'agit que le skipper parte avec le bateau qui soit le plus près possible, au sens où tout doit bien fonctionner à bord, où tout ce qui aurait pu être cassé avant le départ de la course est réparé, tout ce qui pourrait éventuellement casser pendant la course est sécurisé. Le bateau est en pleine possession de tous ses moyens. On pourrait dire, oui.
Mais alors, est-ce qu'il y a des petits trucs? Est-ce que, bon, on l'a dit, ce sont tous les mêmes monocoques. Donc, encore une fois, on l'a dit, c'est l'homme qui fait la différence. Mais vous avez, j'imagine, des petites possibilités de manœuvre ici ou là. Alors, Vous pouvez nous amener un peu dans les coulisses? On n'a pas une grosse marge de manœuvre parce qu'on est régi par des règles de classe. Effectivement, tous les bateaux sont les mêmes et tout le monde doit respecter ces règles qui sont des règles qui concernent le matériel du bateau, qui doit rester le matériel d'origine. Donc voilà, on est obligé de travailler dans un cadre. Après, on travaille avec des skippers qui sont tous différents et donc qui ont certaines habitudes, qui ont certaines exigences. Ça veut là, dire on a une petite Mireille, marge de manœuvre. s'il y a des questions qui vous viennent comme ça à l'esprit. Il y en a quelques-unes. Quelques-unes. Ça veut dire que le tandem, le couple que vous formez avec le navigateur doit fonctionner au top. Ben oui, nous on est Vous à devez l'écoute vous entendre de à la leurs perfection. besoins et puis on propose aussi des solutions techniques pour leur faciliter la vie à bord, pour éviter des problèmes techniques ou des problèmes pendant les manœuvres, faciliter les manœuvres. Et tout ça en restant dans le cadre de la classe. J'ai l'impression, Mireille, que chacun veut garder un peu ses petits secrets, parce que j'essaie de faire dire à Brice un peu concrètement ce qu'il fait. Je suis sûr qu'il y a des petites choses ici ou là, mais vous avez une question, Mireille? Non, moi j'avais des questions sur les hommes, parce qu'on a beaucoup parlé pour l'instant de la préparation des bateaux, mais finalement pas trop des hommes. Mais ça reste une épreuve très physique. Comment ils s'y préparent? Est-ce qu'ils font de la muscu? Est-ce qu'ils font de la course en endurance? C'est quoi? C'est de l'endurance ou de la force? C'est un petit peu de tout, c'est-à-dire que pendant une manœuvre à bord, il faut être très rapide et puissant. Donc il faut travailler le cardio, il faut travailler la puissance musculaire et puis il faut travailler aussi l'endurance parce que c'est 4 jours sans dormir, qu'il faut savoir s'entretenir même un peu à bord. Je sais qu'il y en a qui font quelques étirements à bord pour diminuer la fatigue et pour diminuer les courbatures. En termes de préparation physique, ils sont c'est tous des sportifs de haut niveau. Donc ils vont s'entraîner, ils vont faire du vélo, ils vont nager, ils font pas que de la voile finalement. Ils font pas que de la voile, non. Ils font beaucoup de voile, il faut surtout aussi de la voile sur beaucoup de supports différents. Du dériveur au bateau plus gros, au multicoque, ils vont naviguer, dès qu'ils peuvent, ils vont naviguer sur d'autres supports pour augmenter leurs compétences et puis augmenter aussi leur capacité physique. Est-ce que les conditions changent pendant la nuit? Est-ce que c'est là en général qu'il y a des dépassements ou parce qu'on se voit pas ou au contraire pas spécifiquement? Ils n'ont pas un rythme jour-nuit au sens où ils vont dormir plus la nuit que le jour. Donc il peut se passer autant de choses la nuit que le jour. Ils gèrent leur sommeil en fonction des besoins, en fonction des occasions qu'ils ont de dormir ou pas. Et donc voilà, le jour ou la nuit, tout peut arriver. D'accord. Il n'y a pas un moment où ils bloquent les voiles et ils disent allez maintenant je dors quoi. Non. Il y a des moments où ils vont dormir. Donc ils mettent le pilote automatique, ils règlent les voiles, ils essayent de faire en sorte que le bateau aille le mieux possible sous pilote automatique et puis ils s'accordent 10, 15, des fois 20 minutes de sommeil d'affilée. Wow. Et puis si tout va bien, ils recommencent. Et puis en général, ils ne recommencent pas parce que le bateau va toujours un peu plus vite quand on s'en occupe. C'est clair. Eh bien écoutez, moi je vous propose une chose, c'est que lorsqu'ils seront arrivés, ça sera à partir de demain, vers... Allez, midi. Midi, aux alentours de midi. Faut l'espérer. Si tout va bien. Moi j'aimerais bien que vous reveniez sur ce plateau avec Alexis. Oui, pourquoi pas, ouais. Puisque vous êtes son préparateur. Ouais. Et j'aimerais bien vous avoir tous les deux face à face pour voir justement cette relation humaine, cette relation d'homme et de professionnel que vous entretenez. Ouais. Alors il va être fatigué, on va lui laisser quand même un peu de repos avant et vous essayez de nous l'amener? Je vais essayer, je vais voir avec lui. Bon. Mais je vous avoue qu'il ne sera pas forcément disponible parce que voilà, écoutez, on essaie. Sans dormir, ça va être compliqué. Merci beaucoup Brice Villon, préparateur, assistant technique du navigateur normand Alexis Loison. Pourquoi je dis Louison? Mais non, c'est une de nos responsables d'émission, Louison. Et on espère qu'il fera une bonne étape. Il devrait arriver. Vous avez un pronostic? Gagnant avec suffisamment d'avance pour gagner l'épreuve. Bon, très bien. Mais écoutez, on vous prendra au mot et puis on comparera à l'arrivée. Merci beaucoup Mireille Loubet d'avoir donné ces renseignements à tous ceux qui nous regardent et puis d'être passé par le plateau de PNTV. Et puis regardez, c'est aussi la Solitaire du Figaro qui fait escale à Dieppe, c'est aussi l'aventure de tout un territoire. On commence par cette inauguration officielle qui a eu lieu ce matin à 11h.
extrêmement festive et on a montré, il fait beau d'ailleurs, les gens sont décontractés, on est très en retard sur le timing. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas ennuyés, ça veut dire aussi qu'ils sont très contents qu'il y a beaucoup d'exposants et on voit bien qu'il y a un enthousiasme et la preuve c'est que tous ceux qui ont visité ce village ont pris leur temps et ont été, à mon avis, très agréablement intéressés. On va faire plaisir aux gens, ils ont besoin les gens qu'on fasse un peu la fête, ils vont découvrir que la mer est un apport énorme pour leur vie quotidienne. Bon, je ne parle pas des retombées économiques qui sont évidemment considérables. Dieppe va être dans cette semaine un peu au centre du monde nautique. Retour sur le plateau de PNTV, ici sur le port de Dieppe, avec une très très belle météo qui fait que je m'étonne que les cravates ne tombent pas, Monsieur le Président. Mais elle va bientôt tomber. Elle va bientôt tomber. Alors, Monsieur le Président, c'est Patrick Boulier, président de la communauté d'agglomération Dieppe-Maritime. Et puis, alors lui, il n'a jamais de cravate, j'imagine qu'il n'en porte pas. C'est Christian Masset. Christian, c'est très sympa parce que votre navire est amarré là, juste devant nous. On va en voir quelques images. Et vous êtes le capitaine en second du navire, le Français. Vous avez vu tout récemment à l'Armada et vous continuez là ces rencontres avec le public. Par où vous êtes passé depuis l'Armada? Alors après l'Armada, on a fait une petite tournée à Calais. Là, il y avait des fêtes maritimes avec le Dard, un navire polonais. Il y a une très bonne ambiance, ça s'est bien passé. On a eu du beau temps sauf le premier jour et visiblement ici on est parti pour une semaine de beau temps. On a été accueillis quand même par la pluie hier, mais bon. Alors vous me disiez juste avant de vous installer sur le plateau que de plus en plus vous étiez confronté aux demandes d'interviews, les médias qui s'intéressent et qui vous questionnent. Oui, exact. Donc c'est assez rigolo. On n'est pas trop habitué à l'exercice, mais bon. Mais vous allez vous y habituer à force. Alors s'il y en a un qui est très habitué en face de vous, c'est le président Patrick Boulier. Vous les médias, c'est votre quotidien. Très habitué, oui, mais les médias, oui, c'est important, mais c'est très important parce que la démocratie ne peut pas vivre sans médias et moi, j'avoue que je réponds toujours favorablement quand on me demande mon avis, s'il est intéressant. Voilà. Alors, vous êtes l'homme de l'accueil, si je puis dire, puisque avec la ville de Dieppe et la communauté d'agglomération, vous recevez cette finale, cette dernière ce grand final. Voilà, c'est le terme exact, le grand final de la Solidaire Urgo Le Figaro. Qu'est-ce que ça signifie, Patrick Boulier, pour ce territoire que vous présidez, cette course? Vous l'avez voulu comment? Pourquoi? Nous l'avons voulu parce que c'est évidemment une course mythique. Elle fait partie de ces courses au large qui sont les fondements du nautisme. Donc nous l'avons voulu parce que Dieppe est une ville nautique. Dieppe a accueilli jusqu'à maintenant la Solitaire du Figaro de nombreuses fois. Évidemment, c'était la 50e avec un nouveau bateau. On se disait qu'on ne pouvait pas passer à côté, mais on n'était pas les seuls à se le dire. Alors on s'est battu. Et on a réussi à fédérer tout le monde, et ça je suis vraiment très heureux. On a tous pris conscience que c'était un événement important, on ne pouvait pas passer à côté si on voulait bien ancrer ce territoire vis-à-vis de la mer. Je le dis souvent, la mer c'est consubstantiel à ce territoire. Il n'y a pas de territoire sans la mer. Mais alors, pardonnez-moi une question. C'est historique, c'est traditionnel, c'est culturel que Dieppe soit un port et soit tourné vers la mer. Mais est-ce que pour autant, c'est ce que peut-être j'entends un peu dans vos propos, il y a malgré tout besoin de le rappeler à nouveau et encore? Vous savez, moi j'ai été enseignant et ma devise c'était enseigner c'est répéter. Donc non, je crois que c'est important. En plus c'est quelque chose, ça évolue, c'est quelque chose de nouveau. Là on a un nouveau bateau. Ça veut dire toute une technologie derrière. Et c'est toute une technologie. On a évidemment des très grands skippers. Donc, je crois il faut toujours se remettre en cause et toujours aller au-delà et de saisir la nouveauté. Christian Masset, je le rappelle, si vous nous rejoignez maintenant sur ce replay, capitaine en second du navire Le Français, est-ce que l'accueil varie d'un port à l'autre, d'une ville à l'autre? Est-ce que vous sentez des différences dans la façon dont vous êtes accueillis? Bien sûr, vous n'allez pas donner de nom. Alors déjà, si, je vais quand même donner un nom. Si. Je trouve que l'escale à Dieppe est très sympa. Ouais. On a fait un petit tour dans la ville. Hier, c'est un port dans la ville, ce qui est très rare. Il y en a quelques-uns. Il y a par exemple Paimpol.
Donc c'est assez sympa en fait d'arriver, d'être en escale et d'être dans la ville, ce qui n'est pas le cas par exemple à Calais où on était. On était un petit peu excentré et là, non, c'est un accueil assez sympa. Alors, passons quelques temps sur votre beau navire. Encore une fois, il est là, on voit les mâts se dresser devant nous. En même temps qu'on voit des images passer à l'écran, rappelez-nous ce qu'est ce navire, quelques mots sur son histoire, dans quelle classe figure-t-il ? Alors, le bateau Le Français, puisqu'il s'appelle Le Français depuis le mois d'octobre l'année dernière, c'est un bateau qui a été construit au Danemark en 1948 et qui a été construit pour transporter du fret, c'est-à-dire de la cargaison, entre le Danemark et le Groenland. Donc c'est un navire qui a été construit pour affronter ces mers-là, éventuellement les glaces. C'est pas un brise-glace, mais il était capable effectivement de naviguer dans ces eaux-là. Ensuite, il a servi de navire assistance aux îles Faroé. Donc il faisait de la surveillance également. Là on est au nord rappelez-nous géographiquement. Les îles Faroé, c'est au nord du Danemark en fait. Voilà, voilà. C'est au nord, mais encore faut-il préciser exactement où. Voilà. Et ensuite il a été racheté par des Anglais qui l'ont transformé en 3 marques, puisque à son ovage, c'est-à-dire au début de sa construction, il était gréé en goélette, c'est-à-dire avec 2 mâts. Et il a tourné dans pas mal de films. Voilà. Et il a été racheté l'année dernière par un armateur et qui nous a confié la gestion commerciale et technique du bateau. 3 mâts barques, très fiers. exactement comme le Belém. Le Belém est aussi un 3 barques, si je ne m'abuse. Voilà, le Belém est à 3 barques comme le Français, à l'exception que nous on est un petit peu plus petit quand même, mais par contre on est un navire en bois. Mais comme le Belém, on est un vrai bateau, c'est-à-dire on n'est pas une réplique, on a un bateau qui a une histoire derrière. Il y a des motos qui passent, mais on est au centre-ville. Exactement. Et l'avantage ici à Dieppe, c'est que le port est en plein centre-ville. Ça, c'est un gros avantage. Ah bah c'est énorme, parce que d'abord, ça montre bien la symbiose qu'il y a entre la ville, entre les habitants et le port. Et quand vous parliez de l'accueil, c'est clair que on peut pas imaginer. Enfin, moi, je n'ai jamais imaginé Dieppe sans des bateaux, quoi. Alors, à commencer par la ligne ferry la ligne entre Dieppe et Newhaven, la ligne transmanche. Ça m'amène à l'incontournable question sur le Brexit, Président Boulier, puisque si on a lu la presse ces derniers jours, on a pu vous lire d'ailleurs, nous expliquer, pas seulement vous d'ailleurs, le maire de Dieppe également y est allé de son petit couplet favorable. En fait, vous considérez qu'aujourd'hui le Brexit peut être une belle opportunité pour cette ville et pour son territoire et cette communauté d'agglomération qui l'entoure? Écoutez, s'il n'y avait pas de Brexit, ce serait pas plus mal. Maintenant, vous savez, quand il y a une situation, il faut en faire un atout. C'est pas la peine de se lamenter, quoi. Et donc, nous, on a considéré que, dans l'hypothèse où il y aurait un Brexit, ce qui est l'hypothèse la plus probable, eh bien, il fallait s'organiser parce que, quand même, en face, il y a une grande nation, un grand pays, une grande puissance économique. Donc, on va pas monter un mur. Et donc, comment faire maintenant avec le Brexit? Comment s'organiser pour que Dieppe, qu'on reste en contact avec les Anglais, qu'on continue à commercer avec les Britanniques, qu'on continue à avoir des relations avec les Britanniques, car quand même, la Grande-Bretagne, même si elle a toujours eu des aspects tournés vers l'Ouest, elle n'est pas étrangère au continent. Alors je sais qu'on disait brouillard sur la Manche, le continent est isolé, mais bon, je crois que tout ça c'est du passé. Concrètement, ce Brexit pour votre territoire, la Dieppe, face au Royaume-Uni, avec ce petit morceau de Manche qui vous sépare, ça peut aussi être générateur d'emploi? Bien sûr, par les contraintes qui vont être imposées par la loi, par le fait qu'aujourd'hui le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord va être traité comme le Japon, si j'ose dire, ou comme un pays. Et ça, on n'a pas l'habitude non plus, parce que jusqu'à maintenant... là. Et donc effectivement il faut accompagner les entreprises, mais elles savent faire, mais le rôle de la puissance publique c'est quand il y a un coup de pouce à donner on le donne, et nous il faut s'organiser pour faire parce que sachant que le trafic à Calais va forcément être perturbé, on sait aussi que nous il y a des gains de trafic à avoir, donc il faut se mettre en capacité d'accueillir. Je crois que vous avez, dites-moi si je vous cite le bon chiffre, vous captez à peu près 1% du trafic transmanche actuellement par Newhaven. Et donc si vous aviez 2%, vous doubleriez. Si on augmente de 1%, déjà ça double. Ça double, et donc voilà. Dernière question, Patrick Boulier. Quel pourrait être le plus bel atout maritime de Dieppe qui pourrait vous servir le plus
pour un avenir à, je sais pas, 10 ou 20 ans? Ben, vous savez, moi je suis préoccupé déjà un peu par le réchauffement climatique et le recul du trait de côte. Et je pense qu'il faut déjà prendre ça en compte. En ce qui concerne pour l'avenir, il faut qu'on continue à travailler dans le même sens, ensemble. Et si on continue à travailler dans le même sens, on sait que les migrations de population vont vers les côtes. Donc il faut se préparer à accueillir. Et je pense que la mer va avoir un attrait de plus en plus considérable. Donc il faut travailler dans le même sens, conforter le port, mais ça la région sait le faire. Conforter le port, conforter le transmanche, le département s'y attelle. Et nous, il faut qu'on s'organise aussi au niveau touristique, au niveau économique, à vraiment accueillir, être prêt à accueillir et développer. En tout cas, le port de Dieppe est gâté depuis quelques temps, puisque bon, avec ce superbe navire le Français, on ne boude pas son plaisir. Et puis, il y a peu de temps, avant même l'Armada, vous avez reçu l'Hermione. Oui, nous avons tenu à recevoir l'Hermione, parce que là encore, c'était aussi une façon d'affirmer la vocation maritime. L'Hermione, évidemment, il y a un côté historique et patrimonial qui est important, sachant les relations entre Dieppe et les Amériques. Bien sûr. Et donc... bon, et puis là, moi, je suis ravi de vous accueillir. Hein. Le Français, j'y serai avec plaisir plusieurs fois parce que mon assistant me montrait mon agenda et manifestement, vous allez me voir souvent. Voilà, c'était la rencontre entre la terre et la mer. Ouais. Hein, merci beaucoup. Voilà. Merci. Et la poignée de main entre les deux, c'est sympa. Et nous, on repart en mer avec ces skippers qui participent à la Solitaire du Figaro, qui s'enregistrent eux-mêmes aussi et puis qui nous font leurs confidences. Regardez. Premier après-midi, premier soir. Sur cette 3e étape de la Solitaire du Figaro, et ben ça joue des coudes. On est à Aurigny, c'est ce qu'on appelle des marmites, c'est-à-dire beaucoup de courant. On est tous ensemble là, on n'arrive pas à avancer. Oh là 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 là. Oh la vache! Passage dans les cailloux là, c'est chaud, lapin. Ça fait une demi-heure qu'on y est, je viens de retrouver la caméra. C'est n'importe quoi. Il y a Tanguy qui a l'air en difficulté là-bas. Et malheureusement, à ce jeu-là, c'est celui qui va le plus près de la côte, qui, sans toucher, qui réussit à passer. Je me suis échoué sur Alderney en voulant passer la pointe à contre-courant et regardez où je suis, c'est vraiment horrible. Le bateau est en train de se faire éclater dans les cailloux sous mes pieds. J'ai tellement honte, je suis tellement désolé. Putain, mais quel con! Une grosse pensée pour Tanguy. Ramontard 2019, Solitaire, 3e étape. Trop dur. Voilà, ça fait 5 heures que je lutte contre le courant. Et les premiers, j'étais avec eux et à rien près, Alexis, Anto, il passe. Et moi, je suis le premier de tout le monde à m'arrêter. J'étais 4e ici. Alors, Dermidux, ça fait quoi de se prendre 70 000? Parce que c'est un peu ça là, hein, on s'est pris 70 000 dans la vue quoi. 70 000. C'est une petite journée. Voilà. Fait chier. Ça fait mal au cul. C'est très dur pour les nerfs. Et c'est pas fini. C'est la pétole. Ça fait 2 heures qu'on est dans la pétole, au mouillage, le long du DST. C'est beau, remarque. Hein. Allez, au taquet. On est dans le match. Et voilà, là ça tartine sans forcer. Je prends ma caméra quand même pour vous raconter un truc pas commun. On a eu le classement de 16 heures et on a appris quoi? On a appris que notre copain Alexis Loison avait 90 000 d'avance sur nous. Il va probablement nous mettre hors temps. Donc c'est un truc de malade. Ça représente bien cette course et cette édition, je trouve. Et là maintenant, tout est possible, tout devient possible à une marée près dans le Framber. Voilà. Bravo Alexis et puis à Anthony qui sont derrière. Mais bravo Alexis d'être en tête et voilà. Légende. Keep going. La Solitaire elle est pour toi.